Donc on va démarrer cette table ronde sur le thème de la formation professionnelle à distance. Donc la question le titre de cette table ronde, c'était est-ce qu'on peut faire la formation à distance tout en distanciel, point d'interrogation. Donc effectivement la formation à distance existe depuis pas mal de temps. On va voir qu'il y a des acteurs qui sont là depuis longtemps. Et apparemment, le confinement a pu un peu faire évoluer les choses. Donc, on va voir aussi dans quel sens. On va se poser plein de questions autour de nous pour évoquer ce thème. On a 4 intervenants, donc 3 qui sont vraiment à côté de moi. Et on a effectivement une intervenante à distance qu'on va retrouver en même temps. Donc je propose à chacun de se présenter. Fatima, donc responsable pédagogique à la région Occitanie, si vous voulez compléter. Bonjour à tous. Donc moi je suis Fatima Rafik, je suis donc à la région Occitanie, à la direction emploi-formation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a de l'écho. À la direction emploi-formation, au service qualification professionnelle. C'est le service en charge de la programmation des formations pour les demandeurs d'emploi. Vous savez, les régions ont une compétence forte en matière de formation des demandeurs d'emploi. Donc je suis à ce service-là et j'anime une équipe sur les thématiques de l'ingénierie et de l'innovation pédagogique. Voilà, donc la thématique de la formation à distance, on connaît un peu. Merci. Pascal Vanneau, formateur de futurs formateurs à l'AFPA, qui aussi a une belle expérience de la formation à distance. Si tu veux compléter. Écoute, oui. Donc moi je suis formateur. Certains disent que je suis déjà un dinosaure d'ailleurs, parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je suis formateur. J'étais formateur sur les métiers de la relation client à distance pendant plus de 10 ans. C'est peut-être aussi ça d'ailleurs qui m'a porté vers la formation à distance, parce que le téléphone déjà c'était un peu présent. Et donc depuis 5 ans, j'interviens sur des formations de futurs formateurs, donc sur un titre professionnel qui est une formation donc qui dure 7 mois. Où maintenant la compétence de formation à distance est vraiment inclue dans le contenu de formation donc de ces futurs formateurs. Voilà. Et sinon, je forme à distance, donc sur des formations mixtes, depuis maintenant 8 ans. Et donc, les formations mixtes ou des formations full distance, complètement à distance, mais là, sur des formats beaucoup plus courts, de 2-3 jours, pour accompagner des collègues sur justement les nouveaux outils numériques. Merci. Élodie, donc Élodie Charteau, directrice de Webforce 3. Webforce 3 Toulouse, pardon, et responsable qualité. Webforce 3. Alors, bonjour à tous. Webforce 3, c'est un réseau d'écoles inclusif qui forme au métier du numérique sur des parcours professionnalisants du niveau bac à bac plus 2. Donc les métiers du numérique, j'ai envie de dire tout confondu, et on parlera peut-être un peu plus en détail. Aujourd'hui, on est sur un principe de formation blended learning, donc avec plusieurs types de modalités pédagogiques. On va parler de la formation à distance. Je crois que la période, sans anticiper sur les questions, est largement à contribution sur ces aspects de formation en distanciel. Et puis voilà, donc on travaille sur différents types de modalités pédagogiques, mais le distanciel en fait aujourd'hui largement partie. Ok, merci. Donc on a Marine Plossu à distance qui est avec nous, donc responsable grand compte public et programme vers l'emploi et mutation digitale des collectivités. Open Classroom, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le principe d'Open Classroom ? Oui, tout à fait. Alors bonjour à tous. Ravie de vous retrouver à distance. Open Classroom, c'est donc à la fois un organisme de formation et une entreprise à mission. On forme 3 millions de personnes chaque mois sur la plateforme et on accompagne plusieurs centaines de demandeurs d'emploi justement dans leur formation métier à travers une 50aine de parcours diplômants. La particularité de notre pédagogie, elle est basée sur ce qu'on appelle le mentorat.
Donc on va accompagner des personnes dans l'acquisition de compétences clés avec bien des outils du e-learning et en plus un accompagnement humain délivré 100% à distance via notamment le mentorat. Merci. Je vais démarrer avec une première question justement sur cette période un peu compliquée qu'on a vécue de confinement qui a pas mal impacté tous les secteurs d'activité, y compris la formation. Pour vous, en fait, quel a été l'impact de ce confinement pour votre structure, pour vos stagiaires? Qu'est-ce qui a changé? Peut-être que je peux démarrer. Oui, oui. Alors, point de vue institutionnel, donc Région Occitanie qui met en place un programme de formation à l'échelle de l'Occitanie, 300 organismes de formation que l'on finance pour former des demandeurs d'emploi. Un programme déjà calé sur la formation à distance, peut-être qu'on en parlera après, notamment sur les conditions de réussite. Mais là, il a fallu très tôt, c'est-à-dire à l'annonce du confinement, juste avant l'annonce du confinement, puisque quand le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, on se doutait bien que derrière, il y allait avoir peut-être un confinement généralisé. Il a fallu très vite, nous, à la région, faire en sorte de mettre en place la continuité pédagogique des formations professionnelles sur la période de confinement et éviter que tous les organismes, tous les stagiaires qui étaient en formation à ce moment-là, au mois de mars, s'arrêtent au 17 mars parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre en salle. Donc très très vite, on a travaillé sur un mode opératoire, un peu en urgence, pour permettre aux organismes, je parle bien des organismes qui faisaient du présentiel, classique, de leur permettre de transformer leur formation à distance. Alors, c'est pas magique, ça se fait pas en claquant des doigts, mais là, on était au pied du mur, donc il a fallu très vite dire aux organismes, la région vous accompagne, vous donne un mode opératoire pour mettre en place, assurer la continuité pédagogique. Et on leur a donné à voir sur un certain nombre d'outils, déjà, et des modalités que l'on a souhaité que les organismes mettent en place. Il ne s'agissait pas de mettre des ressources en ligne et que les stagiaires soient seuls face à des ressources, mais il s'agissait de maintenir le lien entre les stagiaires et avec le formateur chaque jour. Donc on a donné des clés comme ça aux organismes de formation. Donc on a donné à voir effectivement sur une organisation possible. Et puis durant la période de confinement, on a dû répondre à leurs questionnements, les accompagner et animer notamment, alors avec notre acolyte Pascal Vanneau, on a mis en place des webinaires, des webconférences qui, alors c'était des formats courts, d'1 heure, 1 heure et demie. L'idée c'était vraiment de donner des premières clés pour pouvoir faire cette transformation rapide en formation à distance et rassurer aussi. C'est-à-dire faire de la formation à distance, c'est pas non plus être expert ou être infographiste par exemple, ou voilà. L'idée c'était vraiment déjà de rassurer, mais de donner aussi du cadre et de dire attention, faites pas n'importe quoi, ne laissez pas les apprenants seuls. Voilà. Donc oui, ça a été un sacré... le Covid, le confinement a été un sacré boost. Certains organismes qui ne voulaient pas aller sur le format distanciel se sont retrouvés obligés de le mettre en place et les premiers retours qu'on a eus, notamment des opérateurs, on en parlera, mais des opérateurs justement qui forment des publics de bas niveau, ça a été aussi des surprises, des bonnes surprises, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que les apprenants, ils étaient présents, ils fournissaient le travail, ils assistaient, ça les amusait même d'assister aux classes virtuelles. Voilà, donc une période riche, mouvementée, mais on a pu, nous, en région Occitanie, accompagner justement les opérateurs. Et on a eu les autres régions qui ont tapé à notre porte aussi. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà, je laisse la parole quand même aux autres. Oui, Pascal, peut-être que... Oui, alors ta question, c'est qu'est-ce qui a changé pendant le confinement? Donc moi, j'aurais peut-être une réponse à 2 niveaux. Il y a des choses qui ont changé pour mes stagiaires. Donc je formais déjà en blending, c'est-à-dire qu'ils étaient habitués. Donc à l'AFPA, on a la chance d'avoir une plateforme d'apprentissage qui était déjà présente, des systèmes de classe virtuelles qui étaient en place, et ils avaient déjà l'habitude de travailler 80% du temps à domicile. Donc on aurait pu se dire, tout va bien, c'est le confinement, mais ils ont l'habitude d'y travailler. Donc on a supprimé les présentiels, ok. Le souci, c'est qu'ils avaient tout le monde à la maison. Et que ça, c'était une conséquence qu'il fallait prévoir. Donc moi, en tant que formateur, ça m'a obligé à revoir mes contenus de formation, à alléger les contenus de formation
Et j'évalue à 1/3 de temps en moins qui était disponible pour les apprenants pendant le confinement. Donc vraiment, là, ça a eu un impact très clair sur leur capacité d'apprentissage, parce que quand on se retrouve tous à la maison, c'est pas pareil. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est pour l'AFPA, la FPA. Donc on forme des gens qui sont à la fois sur le tertiaire, mais aussi sur des formations bâtiments et industrie. Et là, c'était pas la même. Ils n'étaient pas forcément habitués à être sur de la distance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a eu la chance de pouvoir utiliser nos outils, donc on a essayé de les déployer au maximum. Et puis, en ce qui me concerne, moi, formateur de formateurs, eh bien, mes stagiaires étaient en période d'immersion en entreprise pendant le confinement, c'est-à-dire qu'ils devaient trouver des périodes de stage pendant le confinement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a dit, vous allez accompagner nos formateurs FPA, enfin nos formateurs de l'AFPA qui sont des métiers du bâtiment, qui sont des métiers, voilà, et vous allez les aider à prendre en main la plateforme et à accompagner, parce que j'ai beaucoup aimé la notion de mentorat qui était précisée tout à l'heure, cette idée d'accompagnement à distance qui est très particulière, et on y reviendra sans doute. Merci Élodie, peut-être la suite. Alors la suite et le complément, je pense que voilà, et c'était dit très justement, c'était en marche forcée, rapide et contrainte, puisque nous, sur 80% du temps, on est sur du collectif, en présentiel, on est dans une approche par la pratique, par l'acquisition, vraiment sur de l'opérationnalité, donc avec des petits groupes, avec un formateur qui est un expert métier, donc avec cette habitude de travail, puis quand je parlais de blending, avec un complément en distanciel, mais qu'un travail individuel sur une plateforme. Donc là, effectivement, le 14 mars, on s'est dit ça va tomber. Branle-bas de combat, on a fait partir nos apprenants avec des ordinateurs pour être sûr qu'ils aient du matériel opérationnel le lundi, vérifier les connexions, prendre des clés 4G s'il n'y en avait pas, etc. Et leur dire d'aménager un espace de travail. Je pense qu'on a tous réagi dans l'urgence. Et puis, ça a été surtout de se dire du nouveau formateur, même si c'est des formateurs... Alors, par chance, nos apprenants sont dans le numérique, donc a priori, l'outil n'était pas un problème. Pour nos formateurs non plus. Mais il n'empêche que l'animation n'est pas la même. Donc, passer du présentiel physique au présentiel à distance, c'est pas la même chose. Donc, moi-même, je me suis beaucoup amusée le week-end, puisqu'on s'est dit, on va mettre en place un outil, on apparaît au plus... pragmatique, on s'est dit Zoom est une solution, on la déploie. Donc moi, à titre personnel, je me suis amusée dans une maison à mettre des ordinateurs dans toutes les pièces et à simuler les apprenants. Et puis parce que ce qui est important, c'est l'appropriation des outils, comme vous disiez, tous les deux déjà, et comment le formateur va adapter son contenu même au travers de l'outil, pour ne pas perdre de temps effectivement sur le programme, parce qu'on a un programme, nous, en général sur 3 mois et demi. Donc comment est-ce qu'on va permettre de ne pas ralentir cette progression pédagogique via le distanciel? Et donc voilà, il faut effectivement s'approprier les outils, savoir que quand on va animer une séquence et où on est par la pratique, on va travailler différemment. L'animation du groupe va être différente, mais je crois qu'on l'aborde après. Oui, merci. Je vais laisser compléter Marine, parce que Marine, ce confinement pour vous n'était pas vraiment un problème a priori, puisque tout était à distance. Mais je crois qu'il y a des choses qui ont changé aussi un petit peu, donc je vous propose de compléter. Oui, tout à fait. C'est vrai que le confinement, pour nous, il a amené une forme d'accélération de l'activité sur justement la formation des demandeurs d'emploi, donc à la fois à l'échelle nationale et puis aux échelles régionales. On a eu globalement plus de demandes sur des places qui étaient ouvertes, et puis vis-à-vis des partenaires publics, donc qu'on accompagne dans mon équipe au quotidien. Je dirais que d'une manière générale, ça a vraiment accéléré des mouvements qui étaient déjà en place, notamment le passage au blended learning ou au tout digital dans la formation professionnelle. Par exemple, sur le blended learning, on a mis en place une offre de continuité pédagogique pour justement permettre aux organismes de formation présentielle de pouvoir mixer leur contenu avec des outils digitaux Open Classroom.
Donc, on a eu près de 10 000 apprenants qui ont suivi des contenus sur des sujets variés, donc le marketing, la communication, le développement informatique, l'IT réseau, les RH, enfin, tout ce qu'on propose un peu comme contenu, et aussi sur les soft skills. Donc, on a eu à la fois des personnes qui ont fait une vraie continuité pédagogique par rapport à la formation qu'ils avaient en cours, et puis on a aussi des curieux qui ont découvert des contenus, qui ont découvert comment ils pouvaient se former en ligne, et ça a été un accélérateur sur l'appropriation de ces mutations digitales dans la formation professionnelle. Donc ça, c'est une première chose qui, je pense, est très importante, parce que ça va créer un précédent. Là, on a vraiment eu une prise de conscience sur à la fois l'utilité de ces outils et puis sur les méthodes pédagogiques de la formation à distance. Il y a encore quelques années, on pensait que se former à distance, c'était être seul devant un ordinateur, à regarder des vidéos et à faire des petits quiz. Aujourd'hui, c'est complètement différent. La plupart des organismes de formation font du blended, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois de l'accompagnement humain et des outils purement digitaux. Et c'est cette combinaison-là qui, à mon sens, apporte une mutation profonde et très positive pour la formation professionnelle, puisqu'elle permet à la fois d'individualiser l'accompagnement et la formation, et de donner un accès extrêmement large par les moyens du digital à la formation. Et on pourra y revenir, mais vraiment concrètement, on peut aujourd'hui accompagner des publics qu'on ne pouvait peut-être pas accompagner hier avec ces modalités. Donc, en cela, la crise du Covid à cet aspect positif pour la formation professionnelle, c'est que vraiment ça généralise ces pratiques. Donc Marine nous parlait justement des publics. Moi j'ai envie de poser un peu deux questions en même temps là. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut tout faire à distance? Et du coup, la question se pose sur les publics et sur les thèmes de formation. Qui veut démarrer? Pascal, c'est parti. Je suis parti alors. Alors, est-ce qu'on peut tout faire? Je vais y répondre non, clairement. Je vais poser les choses comme ça. En tout cas, de mon point de vue, non, on ne peut pas tout faire à distance. Alors, on peut faire beaucoup de choses à distance, mais je ne sais pas si vous imaginez demain que le pompier qui va venir au feu pourra être formé totalement à distance. C'est-à-dire que, est-ce que vous feriez confiance à un pompier qui a fait toute sa formation en ligne et qui demain va devoir vous faire du bouche à bouche, vous sauver, vous sortir du feu et vous ramener à l'extérieur? Donc non. Donc en fait, en formation, on parle de taxonomie d'objectifs pédagogiques, c'est-à-dire de niveau, de classe d'objectifs pédagogiques. Donc autant quand on est sur du cognitif, de l'apprentissage de systèmes, faire une synthèse, apprendre des choses, mémoriser, pas de problème. À distance, tout va bien. Quand on attaque l'affectif, le côté affectif, la relation à l'autre, ça devient un peu plus compliqué. Plus ça va, plus moi en tant que formateur, je me rends compte qu'on peut faire quand même des choses à distance. C'est-à-dire que là, on se rend compte quand même on peut y aller finalement avec les outils qu'on a aujourd'hui, de classe virtuelle, avec le fait d'apprendre ensemble, c'est-à-dire de pouvoir être dans un système de réseau. C'est Philippe Carré qui dit on apprend seul mais jamais sans les autres. Et donc le fait d'être dans un apprentissage social permet d'être dans le relationnel, mais pas totalement. Et puis alors quand on attaque tout ce qui est du domaine du psychomoteur, de faire des gestes professionnels, là j'avoue qu'on est un petit peu coincé quand même, parce que si je veux former une infirmière à faire une piqûre, le geste professionnel, est-ce qu'elle a le mannequin auprès d'elle pour pouvoir faire est-ce qu'elle a la possibilité de faire une simulation pour le faire? Et on n'est pas encore en capacité de donner un casque de réalité virtuelle à chaque apprenant à la maison, pour qu'ils puissent travailler en réalité virtuelle sur la préparation d'un geste. Donc, moi, je dis aujourd'hui, non, pas pour tout, et de toute façon, pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire, encore faut-il savoir quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour former à quoi. Merci. Alors, je crois que vous aviez des exemples intéressants, justement, à évoquer sur des thèmes inattendus en formation à distance. Oui, alors peut-être, Marine, est-ce qu'elle peut couper son micro? Parce que peut-être qu'il y a de l'écho à distance. Hein? C'est fait. Voilà. Alors peut-être pour compléter ce que dit Pascal et pour répondre à la question,
Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire à distance. On est bien d'accord, il faut à un moment donné être confronté à la réalité du terrain, notamment le terrain professionnel. Et effectivement, pour ce qui est des gestes professionnels, à un moment donné, il faut que l'apprenant puisse reproduire un geste professionnel. Mais quand même, on serait quand même assez étonné de voir, je peux vous donner quelques exemples, de voir qu'il y a un certain nombre de métiers où on dirait que par définition, on ne peut pas faire de la formation à distance, notamment sur la pâtisserie. J'ai connaissance d'un groupe, alors on ne le finance pas à la région, mais c'est un groupe qui existe, c'est sur les réseaux sociaux, qui souhaitait passer en candidat libre le CAP pâtisserie. Ils se sont créés un groupe d'apprenants, ils ont ouvert une page Facebook et ils se sont partagés les recettes, les vidéos, les techniques et ils reproduisaient dans leur propre cuisine. Et les résultats étaient assez intéressants de réussite au CAP pâtisserie. Alors après, le terrain, il était à la maison, puisque la cuisine, elle est à la maison. Mais du coup, dans cette réflexion de dire est-ce que tous les métiers sont adaptés à la distance, j'ai envie de dire finalement, c'est pas, voilà, c'est plus compliqué que ça. Par ailleurs, nous, à la région Occitanie, on a développé il y a plusieurs années un dispositif de formation à distance. À l'époque, c'était en région Midi-Pyrénées, le dispositif Pyramide. Et déjà, il y a 15 ans, on développait des formations d'aide à domicile. Alors, on nous prenait pour des fous, hein, quand même. De l'aide à domicile à distance, mais c'est n'importe quoi. Mais en réalité, le dispositif qu'on développait incluait la multimodalité, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas du 100% distance. Il y avait bien évidemment des regroupements pour travailler sur des plateaux techniques professionnels. Donc, ça complétait bien sûr ce qui était diffusé à distance. Et par ailleurs, le cursus, le cours était complété, les parcours étaient complétés par une immersion en entreprise. On avait fait à l'époque une étude sur un groupe de stagiaires qui avaient fait des stages en entreprise. On s'était rendu compte, les employeurs qui avaient pris des stagiaires qui se formaient à distance sur de l'aide à domicile, nous ont fait un retour comme quoi ces stagiaires étaient beaucoup plus autonomes au travers du stage. Donc vous voyez, à distance, on le verra, ça développe aussi, si elle est bien menée, bien évidemment, on va en parler, les conditions de réussite. Voilà, attention, on s'attache, tout à l'heure Pascal parlait de l'accompagnement, c'est le mot magique et le mot-clé. Si c'est bien fait, on développe aussi des compétences transversales qui ne sont pas les moindres, des compétences d'autonomie, des compétences liées aussi à la prise en main des outils digitaux qui sont aujourd'hui indispensables, des outils numériques. Une dame qui se forme à distance et qui n'avait jamais touché un ordinateur, à la fin de la formation sur de l'aide à domicile, nous dit merci parce que j'ai été formée à deux choses, au métier, mais également à l'outil. Et c'est énorme, c'est énorme. Voilà, c'était un peu pour amener de la nuance. Bien sûr, tous les métiers ne sont pas adaptés à la formation à distance, mais on serait étonné de voir que beaucoup de choses peuvent être apportées à distance, mais tout en complétant, comme on le disait, d'un certain nombre de choses. Voilà. Alors, c'est une passerelle vraiment idéale pour Élodie, puisque vous êtes sur des thèmes numériques. Et du coup, alors là, voilà, la question, c'est plutôt, est-ce que c'est pour tous les publics ? Alors, il est certain et pour rebondir, on est sur des métiers du numérique. Donc on se dit que l'outil est bien évidemment celui-ci. Pour rebondir, c'était aussi un petit peu dans la première question. Mais qu'est-ce qu'on a vu ? C'est ce changement de fonctionnement. Il perturbe effectivement les apprenants, il perturbe les formateurs. Donc, comment est-ce qu'on va compléter ? Alors, avec de l'accompagnement, avec de l'appropriation des outils. Et puis, on va aussi se poser les questions de comment est-ce qu'on atteint les mêmes objectifs, parce que on va avoir une approche qui va être un peu différente, on va aborder les contenus différemment, et finalement, il ne faut pas négliger
ce qui sont les soft skills, on en a parlé, mais aussi tout ce que ça va... Enfin, je rebondis parce que c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que ça va permettre d'apprendre et qui aujourd'hui est aussi un vrai besoin des entreprises. Nous, aujourd'hui, on a démarré l'alternance et la vraie question des entreprises, c'est est-ce qu'ils peuvent travailler en télétravail? Alors, on peut toujours tout faire. Maintenant, est-ce qu'on y est prêt? Eh bien, il n'y a pas de mystère. En situation de formation, quand on va être au plus proche de la réalité, eh bien, on va s'être approprié ces méthodes de travail, ces compétences, cette forme d'aisance, finalement, dans des modes de travail. Et le distanciel permet ça, permet vraiment de s'approprier une forme d'autonomie, une forme d'aisance sur l'utilisation de son poste de travail, même si, finalement, le métier, ma production, va être de travailler avec cet outil. Mais le relationnel que je vais instaurer en travail individuel et collectif, eh bien, finalement, il va quand même être différent. On va apprendre à communiquer différemment. Tu le soulignais, Pascal, il y a des formes d'échange qui ne sont pas les mêmes. Donc, comment est-ce que on va s'approprier tout ça? L'exemple, il est juste assez génial de créer une communauté Facebook pour apprendre à... nous, on a vu qu'ils avaient mis des outils en parallèle, alors des groupes Slack, des groupes Discord, où en fait, ils vont se créer de multiples outils de communication, d'échange, de méthodes complémentaires à cet apprentissage. Donc, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'il y a j'ai envie de dire, même des compétences nouvelles qui se découvrent au travers du distanciel, clairement. D'accord, même justement, c'était l'objet de la question suivante, en fait. Les techniques d'animation. Donc là, c'est pas vraiment les outils, c'est plus les techniques pour le formateur. Est-ce qu'on démarre de la même manière quand on démarre une formation collective? Est-ce qu'il y a des nouvelles techniques? Est-ce qu'on peut vraiment créer une cohésion de groupe quand on est à distance? Je sais pas, je vais laisser... du coup, peut-être Pascal, hein. Tu démarres. Ouais. Juste, je viens 2 secondes revenir sur le point précédent. L'AFPA a proposé un MOOC sur la cuisine qui a super bien marché. Et j'ai une expérience, enfin, quand tu en as parlé, j'ai un de mes anciens stagiaires qui était consultant indépendant et que je formais sur la distance et qui lui formait à la charpente. À la charpente, en plus à la charpente bois à l'ancienne. Et donc, pour revenir, la question n'est pas tellement de savoir quel est l'objectif, là, mais quels sont les moyens qu'il y a pour pouvoir atteindre l'objectif. Tout le monde a une cuisine chez lui. Tout le monde peut essayer, faire des erreurs à la maison, se planter, refaire la recette. Donc là, on a le moyen à la maison. Et là, il faut y aller, plein pot. Il n'y a pas besoin d'être en présentiel. Au contraire, on a 12 cuisines pour 12 stagiaires. Tout va bien. C'est même mieux qu'en centre de formation. La personne qui formait sur la charpente, en fait, elle n'avait comme client que des apprenants qui avaient un chantier à faire chez eux, qui voulaient faire leur maison. Donc il lançait les tutos, il faisait des tutoriels très bien faits, il faisait de l'accompagnement à fond, et ça marchait du feu de Dieu. Les gens se formaient à la charpente traditionnelle, et il avait des clients jusqu'en Roumanie et jusqu'à l'autre bout de la terre. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus. Et c'est vraiment ça, par rapport aux organismes ou par rapport aux gens qui veulent aller sur la distance, c'est comment je fais faire à distance à mon apprenant ce sur quoi je vais le former. Voilà. Qu'est-ce que je mets en face? Donc pour revenir sur la dynamique de groupe, alors pour avoir des expériences en full distance ou en mixte, ça dépend du public. Moi j'ai envie de dire, ça dépend du public. Faire du full distance et commencer une formation totalement à distance, ça peut être compliqué pour un public qui n'aurait pas l'habitude des outils numériques et qui ne soit pas acculturé à cette formation à distance. Moi, quand j'ai formé mes collègues AFPA à distance, ils ont tous un bureau mobile, ils ont tous l'habitude d'utiliser Skype, pas de problème, on crée un forum, on se présente, on fait une classe virtuelle, on fait un icebreaker, pardon pour le mot, mais un brise-glace, un jeu qui permet de se connaître à distance, et ça marche, la sauce elle prend et ça y va. Après, quand on est sur un public qui n'est pas acculturé, le présentiel, pour moi, reste un moment privilégié pour la dynamique de groupe. Et du coup, je pensais que tu allais nous parler un petit peu des jeux, justement. C'est un peu ça. Est-ce qu'on peut faire des jeux on peut jouer à distance. Non, parce qu'il y a beaucoup de jeux de rôle, il y a beaucoup dans les formations présentielles, et du coup, tu arrives à
Alors, à les adapter? J'étais parti sur la dynamique de groupe et la création de la dynamique de groupe. On peut parler aussi de comment on forme à des gestes techniques plus du côté relationnel. Donc par exemple, un formateur, il faut qu'il sache conduire des entretiens individuels. Aujourd'hui, le présentiel se réduit et tous mes entretiens d'accompagnement, je les fais à distance. Parce que pourquoi mobiliser dans une salle 12 stagiaires et les faire venir un par un dans mon bureau pour faire quelque chose? Pendant ce temps-là, ça veut dire que les autres, ils vont faire autre chose, hein, forcément. Donc, il faudra que j'ai une activité où ils vont travailler sur autre chose. Ben, si je suis à distance, je fais une classe virtuelle. Là, j'ai fait mes entretiens mercredi. J'ai fait 8 entretiens dans la journée. Et ça se fait à distance. Et ça se passe très bien avec la visio. Voilà, on atteint des résultats qui sont vraiment intéressants. Et quand je les forme à l'entretien, je les forme aussi, dans un premier temps, à distance. Et puis une fois qu'ils se sont un peu entraînés à distance, on va passer en présentiel. Et là, ils vont réapprendre autre chose. Mais du coup, il y a une progressivité dans l'apprentissage. Donc oui, là, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus, je me rends compte que finalement, c'est possible. Peut-être qu'Élodie veut compléter sur la cohésion. Je peux compléter un petit peu éventuellement, parce que c'est vrai que quand on parle de méthode pédagogique, quand on parle d'outils, ils sont divers, multiples et variés, mais c'est surtout comment on les utilise et à quelle finalité. Et c'est vrai que on le voit quand on parle d'icebreaker ou de brise-glace, c'est comment est-ce qu'on va faire démarrer le groupe, comment est-ce qu'on va faire prendre cette dynamique dans un groupe. Eh bien finalement, tout dépend du public, tout dépend de la durée de la formation, tout dépend du formateur, tout dépend du sujet de la journée. Et donc tout ça, ça va être des éléments à prendre en compte pour que ces jeux finalement ou ces méthodes soient pertinentes. Le premier jour, oui, je vais vraiment peut-être faire un petit jeu, par exemple de post-it, où je me présente en 4 mots avec mon âge, d'où je viens, et qui permettent que chacun joue avec les post-it, se situe, rajoute sa photo dessus, et comme ça, il a l'impression de connaître les uns et les autres. Et puis après, on va être sur de l'appropriation beaucoup plus par la pratique. On va faire du partage d'écran parce que les uns et les autres, on va pouvoir venir dire « Ah ben non, moi je suis pas d'accord avec ta ligne de code. Ah mais si. » Et là, la dynamique et le collectif va prendre à ce moment-là. Et puis après, quand on parle de jeu, c'est vrai que à quel moment ça va être le plus approprié, sous quelle forme. Et là, c'est vrai qu'on va voir par rapport au présentiel, où on sait que le moment qui va être le plus compliqué, c'est après le déjeuner et le midi, parce qu'ils vont avoir passé du temps ensemble, et donc ils seront plus en phase de digestion. Sauf que là, en distanciel, ils ne seront pas vus le midi. Donc, ils vont être contents de se retrouver. Ouais. Et donc là, on ne va pas forcément être sur le même type de modalité à ce moment-là. Hein, donc, c'est vrai que les jeux, ils vont avoir leur sens, ou les méthodes pédagogiques vont avoir, bien évidemment, leur utilité, mais elles vont être positionnées différemment. Peut-être pour compléter, contrairement à ce qu'on croit, la formation à distance, ça demande de donner du cadre aux apprenants, un vrai cadre. C'est pas je me forme quand je veux ou quand je peux et quand je veux. C'est possible, hein, il y a des modules comme ça qui existent où tout est en auto-formation. Mais à mon avis, une formation à distance, si on veut qu'il n'y ait pas d'abandon, il faut donner dès le début du cadre des repères, du calendrier, du planning. Et également que le stagiaire, il ait des rendez-vous. On va en parler, après ça dépend de la dose qu'on injecte de classe virtuelle, de temps synchrone, mais donner aussi à voir sur à quel moment j'attends que tu me rendes des travaux. Voilà, tout ça rentre dans une dimension plutôt de planification, de cadre pour l'apprenant. Et deuxième chose sur laquelle moi je voulais revenir, c'est la question des outils. Au démarrage d'une formation à distance, il faut rassurer sur les outils. Parce que un certain nombre de personnes ont un peu une hantise en disant « moi je ne maîtrise pas les outils de webconférence ou d'autres outils ». Il faut dès le début aussi donner du cadre par rapport à ces outils, éviter d'en démultiplier parce qu'il en existe beaucoup, mais là c'est la meilleure manière de perdre les apprenants, c'est de leur dire vous avez 5 forums où vous pouvez aller, 5 classes virtuelles, parlez-vous entre vous, voilà. Non, le formateur, il faut qu'il donne du cadre. Si vous souhaitez parler entre vous sur cet outil-là, la classe virtuelle qu'on va utiliser, c'est celle-ci, et on va tester ensemble. Prendre le temps de tester, de rassurer.
À mon avis, sur la formation à distance, c'est beaucoup plus prégnant que sur la formation en présentiel, où ils sont dans une classe, donc ils sont quand même relativement rassurés. Et là, le Covid est passé par là. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré une formation là, il y a 3 semaines. Le temps d'appropriation de l'outil est 2 fois plus rapide qu'avant. Tout le monde a vécu le temps de la classe virtuelle, etc. Donc en fait, nos apprenants sont prêts, eux. En tout cas, sont beaucoup plus... Et leurs enfants. Voilà, et leurs enfants. Ils ont appris avec leurs enfants, ils ont appris... Voilà. Bon. Donc là, moi, j'ai été épaté. Merci. Moi, j'aimerais laisser la parole à Marine, parce que... Oui. Parce que Marine, elle a, chez Open Classroom, ils ont mis des choses en place, justement, avec Workplace. Enfin, bon, en tout cas, je laisse Marine en parler. Oui. Oui, alors tout à fait. Donc déjà en termes de pédagogie standard chez Open Classroom, quelqu'un qui va suivre une formation diplômante, il va effectivement avoir accès à une université virtuelle, c'est-à-dire qu'il peut retrouver les camarades qui sont en train de suivre le même parcours. Et puis, s'il est rattaché à une promotion, il va aussi pouvoir retrouver ses camarades de promotion. Donc là, ça me fait revenir un petit peu sur le point des modalités. C'est que on disait tout à l'heure, c'est pas possible pour tous les métiers de se former en ligne. Bien sûr, on peut pas encore passer aujourd'hui le permis de conduire via le distanciel, et c'est souhaitable. Mais en revanche, avec effectivement des modalités comme l'alternance, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de métiers qui impliquent de la pratique et un retour terrain important, qui peuvent quand même être faits en distanciel. On peut valider toutes les parties théoriques, faire de la validation d'acquis de connaissances et de compétences via le distanciel, et en situation de travail, notamment dans le cadre de l'alternance, valider justement les aspects pratiques et les modalités pratiques d'une évaluation. Donc ça, c'est une révolution, et ça permet justement de former des publics qui n'y avaient pas accès hier. Et je pense notamment à 2 cas importants. Déjà, c'est les reconversions professionnelles. Chez Open Classroom, on forme beaucoup de personnes qui se reconvertissent après une première carrière. Et par exemple, une mère de 2 enfants qui veut se reconvertir et qui peut pas quitter d'ores et déjà son travail, et ben être raccroché à un groupe, c'est certes important pour son moteur pédagogique, mais avoir la flexibilité de s'organiser selon ses propres horaires, de pouvoir faire un bout de sa formation le matin, pouvoir reprendre le soir, et vraiment organiser son planning de manière complètement autonome, ça c'est vraiment quelque chose qui correspond parfaitement aux nouvelles manières de se former et de travailler. On va avoir plusieurs carrières dans une vie, donc la flexibilité qu'on peut avoir avec la formation à distance, elle permet aussi de pouvoir inclure d'autres publics. Et ça, c'est un sujet qui est clé et que je connais bien, parce que chez Open Classroom, on est une entreprise à mission. Ça veut dire qu'on a un comité d'impact qui surveille et rend les équipes responsables pour témoigner de cet impact et de son inclusion. Et aujourd'hui, on mesure le nombre de personnes qui accèdent à la formation grâce à Open Classroom, ou plus généralement à la formation à distance, et qui ne pourraient pas le faire d'habitude. Je pense par exemple à des publics avec des publics RQTH, publics handicapés, ou des publics en zone reculée, qui, lorsqu'elles sont munies d'un ordinateur, d'une connexion Internet, peuvent aujourd'hui se former sur des métiers et avoir accès à des reconversions, là où géographiquement, par exemple, ce serait compliqué. Donc ça, c'est des choses vraiment clés sur la manière dont on se forme. Et un exemple occitan qu'on peut prendre, c'est l'école régionale du numérique qu'on a créée en partenariat avec la région, qui vient donc compléter en fait l'offre de formation globale avec une spécialisation, une école vraiment en ligne, pour pouvoir connecter les apprenants qui potentiellement ne pourraient pas le faire. Et là, on a un public très varié,
avec déjà des âges, une pyramide des âges très variée, donc un niveau d'appropriation qui est aussi varié sur le numérique, et des situations très différentes. Je pense par exemple à des personnes qui ont vécu un décrochage scolaire ou qui ont eu des contraintes personnelles pour pouvoir continuer à travailler et qui ont voulu reprendre après, et pour qui le fait de se former à distance est une vraie opportunité, puisque si c'était totalement présentiel, elle ne pourrait pas le faire. Merci Marine. Désolée, parce que c'est vrai que c'est pas facile en fait de... Oui. Est-ce qu'on peut parler du coup, parce qu'on l'a un peu évoqué, des conditions du succès, les prérequis pour que ça fonctionne? Là, je pense que chacun a des petites choses à compléter, à apporter. J'en ai cité quelques-unes. Au niveau de donner du repère, des rituels. Au niveau des outils, également sélectionner des outils qu'on va utiliser tout au long de la formation et pas les démultiplier. Ce qui fonctionne aussi dans la formation à distance, c'est ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire que l'apprenant, il va avoir sur la semaine plusieurs types de séquences pédagogiques, des séances synchrones en groupe avec ses camarades et le formateur, mais il va avoir aussi des séances d'auto-formation où on va lui dire bon, ben, tu as du travail à réaliser en individuel ou en groupe, mais effectivement, tu peux le réaliser au moment où toi, ça te convient le mieux par rapport à ta vie personnelle. C'est-à-dire, si à 16h, tu dois partir récupérer les enfants, mais t'y remettre à 21h, tu peux. C'est vraiment, sur une semaine, avoir des temps qui permettent aux stagiaires de modifier sa posture. Sur la classe virtuelle, il va engranger de la connaissance. Sur du travail en groupe, il va travailler avec ses camarades pour produire quelque chose. Et puis en auto-formation de manière individuelle, il va travailler seul. Donc ça permet de maintenir une dynamique d'apprentissage. Voilà, je laisse les autres compléter. Là, on aborde ici aussi la question de est-ce que tout le monde est fait pour faire de la formation à distance. Pour moi, il y a deux questions. Il y a la question des prérequis. Est-ce que j'ai un bureau à la maison ? Est-ce que je suis une famille avec 6 enfants qui sont là le mercredi toute la journée et est-ce que j'ai un bureau avec une connexion internet? On a vu qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas le matériel pour travailler à distance, mais c'est pareil pour les adultes. Les jeunes adultes, donc on parlait des publics demandeurs d'emploi, tout le monde ne vit pas dans un 5 pièces avec son bureau personnel et puis tout qui va bien pour pouvoir travailler. Donc quand il n'y a qu'une seule pièce avec le salon et qu'on fait tout dedans, eh ben, c'est pas évident. Et peut-être que madame est au chômage et est là toute la journée aussi. Voilà. Donc là, il y a vraiment une question là-dessus. Donc, est-ce que j'ai le matériel? Donc, on entendait tout à l'heure, peut-être que aussi il faut penser à donner du matériel à l'apprenant pour qu'il puisse travailler. Parce que bosser sur un logiciel de dessin assisté par ordinateur comme AutoCAD sur un smartphone, ça peut compliquer quand même. Donc voilà, ouais, on est d'accord. Et moi, mes stagiaires, de plus en plus, travaillent avec 2 écrans. Parce que travailler à distance avec un seul écran, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas non plus des fois du petit matériel. Voilà. Donc là, il y a une vraie question de prérequis et puis de préférence d'apprentissage. Parce que le style d'apprentissage, les neurosciences reviennent dessus en disant qu'on n'est pas marqué par une préférence d'apprentissage qui serait vraie jusqu'à la fin de sa vie, qu'on peut bouger. Ceci dit, il y a des gens qui aiment le contact et ont besoin d'être dans la rétroaction très très régulière. Et ça, à distance, c'est différent. Le système avec la classe virtuelle qui démarre le matin et qui se termine le soir et on est toute la journée en classe virtuelle, c'est pas possible. C'est pas possible à distance. Donc là, il y a aussi une vraie question de est-ce que tout le monde doit aller et est-ce qu'on pourrait pas avoir le choix sur la dose? C'est-à-dire comment choisir la bonne dose pour la bonne personne. Merci. Moi, je rebondis sur les derniers points que tu viens d'évoquer, Pascal, parce que on est sur les clés de la réussite et nous on a tous eu ce questionnement. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'on ait énormément de recul, mais en tout cas, on a des vrais résultats et qui sont probants.
Quand on bascule de 90% d'une formation basée sur du collectif en présentiel, sur cette progression pédagogique, et puis 10% plutôt en autonome quand on veut, comment est-ce qu'on va arriver finalement à basculer cette journée complète de présentiel en téléprésentiel? Eh bien, et je rejoins tout ce qu'on a dit, c'est comment on va y aller progressivement, par l'appropriation d'outils, par l'appropriation des méthodes de travail. Alors, c'est de l'accompagnement individuel qui va être certainement plus important. Faut pas oublier, c'était une période particulière. On se retrouvait aussi enfermés. On est à la phase 2, mais la phase 1 a été celle-ci, et je pense qu'on a appris beaucoup, parce que l'accompagnement individuel, il était autre que celui qu'il est en temps normal. Et puis, je crois que ce qui est important, et on s'en est rendu d'autant plus compte, c'est que nous, on a des évaluations régulières. Systématiquement, toutes les semaines, il y a des évaluations intermédiaires ou des évaluations finales, module par module. Ce qui va permettre de donner un curseur, alors quand on est dans le cadre du collectif, mais là d'autant plus quand on est à distance, parce qu'on peut avoir ce sentiment peut-être parfois que ce collectif est moins fort, même si on a mis des slacks, etc., et qu'on est monté crescendo avec des outils et qu'on se dit que parce qu'on échange, on avance tous, mais à un moment, ce curseur individuel, finalement, il est important aussi dans les clés de la réussite, parce que ma progression, et même si au quotidien, on arrive à maintenir le présentiel à distance, nous on l'a vraiment tenu, et aujourd'hui, on le fait même différemment, puisque le présentiel est revenu, mais on tourne entre des journées en présentiel et en distanciel, pour justement qu'il y ait qu'on conserve tous ces avantages finalement du présentiel, mais aussi cette réalité du distanciel qui peut retomber demain, après-demain, on va pas le souhaiter, hein, mais on a quand même quelques prémices qui nous laissent penser que, et encore une fois, de s'approprier les deux méthodes de travail. Et là aussi, ça va être des éléments clés de réussite, parce que on va être de plus en plus à l'aise sur ces différentes modalités qui sont la réalité, j'ai envie de dire, aussi dans le monde du travail, mais toujours avec des étapes et de manière importante, pour qu'au fur et à mesure du parcours, on ait vraiment, je dirais, toutes les clés. Si on parlait de clés de réussite, jusqu'à nous pour la fin, où il y a un passage du titre, et donc avec ces étapes et ces curseurs, plutôt ce curseur permanent tout du long, en plus d'un accompagnement individuel et tout ce qui a déjà été dit, bien évidemment, quoi. Justement, Marine peut-être veut compléter sur les conditions du succès. C'est un vrai sujet pour tout ce qui est full distance. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Pascal parlait des prérequis. C'est vrai que nous, sur toutes les formations, on a des prérequis, donc qui, pour plusieurs formations sur lesquelles on n'a pas de prérequis académiques, on va au moins avoir des prérequis techniques, comme avoir un ordinateur et une connexion Internet. Heureusement, c'est de plus en plus possible à titre individuel. Et puis après, il y a des tiers-lieux dans lesquels on peut faire ça, notamment en Occitanie. Et d'une manière plus générale, les garanties un peu d'une formation réussie. Alors, je n'avais pas la prétention de dire exactement ce que c'est. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que nous, le retour que font souvent les étudiants Open Classroom, c'est à quel point l'accompagnement de leur mentor est clé. D'une part, parce que c'est un expert du métier qui va vraiment les guider dans l'acquisition des compétences, donc vraiment de manière technique. Et ensuite, parce que ce mentor, il a une relation individuelle avec son apprenant. Donc, c'est comme si vous aviez un peu un professeur qui est dédié à la progression d'une personne. Et donc, il a à la fois une compétence technique, mais il a aussi un vrai rôle de pédagogue. On a un réseau d'à peu près 1000 mentors qui accompagnent les étudiants, donc on recrute pour leurs compétences techniques, et nous on les forme à la pédagogie pour qu'ils soient en mesure d'accompagner individuellement les apprenants dans des moments potentiellement de découragement, dans des difficultés qu'ils peuvent avoir sur l'acquisition des compétences, et puis d'une manière plus générale aussi sur la connaissance du monde du travail dans lequel ils arrivent, surtout si c'est une reconversion. Avoir le témoignage de quelqu'un qui travaille sur le métier depuis plusieurs années, c'est une grande richesse. Donc le suivi individualisé, je pense que c'est vraiment une
une clé de succès d'une formation à distance. Et ensuite, je compléterai en disant que le fait que ce soit une acquisition de compétences et pas juste un partage collectif, c'est vraiment clé. C'est ça qui fait quand même qu'on est sur la formation professionnelle. Et là encore, les méthodes permettent. Là encore, c'est les méthodes qui vont jouer pour l'acquisition de ces compétences. En l'occurrence, l'apprentissage par projet, la pédagogie par projet, c'est clé aujourd'hui pour pouvoir faire de l'acquisition de compétences à distance. Puisque en réalisant un projet, on va donc produire des livrables et on rend le travail à distance analysable et évaluable par autrui, quand bien même on n'est pas face à face physiquement. Donc voilà, pour résumer, le suivi individualisé, l'acquisition de compétences, notamment par la pédagogie par projet, et puis la dimension humaine qui permet d'avoir les encouragements et le suivi d'un pédagogue, au-delà juste d'un accompagnement technique. Merci Marine. Je sais pas, peut-être on va voir s'il y a des questions. Il y a des questions du public. Non, il n'y a pas de questions du public, c'est raté. Voilà, ça arrive. Je ne sais pas si, comme on approche de la conclusion, je ne sais pas si vous voulez rajouter peut-être quelque chose qu'on n'aurait pas abordé. Sur le tutorat, je crois qu'on en a beaucoup parlé là, de l'accompagnement. On a la chance en France d'avoir Jacques Rodet qui en parle très bien sur le plan de support aux apprentissages. En fait, il y a l'accompagnement technique au démarrage, il y a l'accompagnement socio-affectif, les moments de découragement dont on parlait à ce moment-là. L'accompagnement au métier, à la formation. Il y a un gros mot qu'on appelle en formation la métacognition, c'est-à-dire apprendre à apprendre, c'est-à-dire comment je m'organise, voilà. Et donc ça, c'est des fonctions tutorales qui peuvent être assurées à distance et qui vont permettre la réussite de la formation. D'ailleurs, c'est pas toujours la même personne qui pourrait être sollicitée pour faire tout ça, parce qu'on peut être un très bon formateur technique, mais être mauvais sur l'installation de l'informatique, et puis pas très doué pour le côté relationnel. Donc voilà, donc peut-être d'avoir différents tuteurs pour assurer différentes fonctions. Et le dernier point, un des points que je voudrais aborder, c'est le prix aussi. Parce que on a tout à distance, ok. Pendant longtemps, on a rêvé que la distance, ça allait coûter pas cher. Mais là, on se rend compte que, ouais, non, oui, voilà, ça fait sourire, mais que les OPCO t'entendent, Pascal. Donc, du coup, on se dit, oui, on fait des choses formidables à distance, mais il faut, comme le fait la région, des tiers-lieux, par exemple, qui viennent accompagner les stagiaires, et une prise de conscience de cette importance de l'accompagnement à distance pour la réussite. Je peux peut-être rebondir, effectivement, puisque a été évoquée la question du matériel. Avoir effectivement chez soi, avoir la capacité, la possibilité de travailler chez soi, c'est pas encore donné à tout le monde. Donc c'est vrai que nous, en région Occitanie, on a très vite, quand on a déployé le nouveau dispositif Occitanie Formation, la présidente, les élus ont souhaité déployer aussi sur les territoires des endroits, des structures équipées avec la bonne connexion Internet qui permettaient d'accueillir des stagiaires justement qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Donc on a couplé le dispositif, c'est-à-dire on a financé des opérateurs pour mettre en place des formations à distance, et en parallèle, la région a souhaité justement déployer des structures d'accueil sur les territoires qui permettaient justement aux gens de pouvoir se déplacer et travailler dans des conditions propices à l'apprentissage. Donc ça, c'est un point, on voit que ça évolue. Il y a 15 ans, le fait de déployer des sites sur les territoires, c'était primordial parce que les gens n'avaient pas des bonnes connexions Internet. Donc la formation se faisait entièrement sur ces sites-là, tiers-lieux, e-formation. Aujourd'hui, on voit bien que c'est vraiment une alternance, c'est-à-dire le stagiaire, il va choisir d'y aller 1 à 2 fois par semaine, et puis le reste du temps, travailler chez lui. Mais il était aussi nécessaire pour la région, pour accompagner les demandeurs d'emploi, de travailler avec eux aussi le fait de ne pas tout avoir à la maison, et de 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, je me prépare,
et je vais sur un lieu tiers où je vais rencontrer d'autres stagiaires qui ne travaillent pas forcément sur ma formation. Mais je sors de chez moi, j'y vais à pied ou en bus, en transport en commun. J'accède à un tiers-lieu où je travaille et je rentre chez moi. Il y avait aussi cette dimension de casser aussi ce rythme, peut-être cet isolement qu'il pourrait y avoir, même si on sait qu'à distance, si la formation est bien menée, la dynamique de groupe peut être extraordinaire également à distance. Voilà, peut-être pour compléter. Qu'est-ce qu'on a fait comme apéro visio en formation pendant le confinement? Et ça continue en plus. Et ça, c'était pas réservé à la formation. Hein. Oui, mais habituellement en formation pour adultes, on n'invite pas ces apprenants à boire pendant les formations. Alors que là, passé 18 heures, tout était... voilà. C'est eux qui invitaient quand même. Vous avez fait ça aussi chez WebForce? Alors énormément, et ils avaient des salles dédiées. Donc alors il y avait apéro, c'était le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Et à un moment, quand il y a plusieurs groupes en distanciel, ça devient un peu compliqué. Et forcément, il ne faut pas être plus avec un groupe que l'autre. Tout comme ils ont demandé à ce que les salles, puisqu'ils avaient des salles de classe dédiées, à les ouvrir le samedi parce qu'ils aimaient se retrouver pour bosser ensemble, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a, moi peut-être pour ajouter ce que je trouve assez génial ou dans ce positif de cette étape Covid en tout cas, c'est on a eu voilà, les modules e-learning il y a 20 ans, alors avec les premiers prémices et certains échecs cuisants. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a, mais comme beaucoup de choses, on parle d'accélération numérique. Je pense que dans la formation, c'est un impact important. Peu importe les modalités qu'on avait déjà en place, mais qui aujourd'hui sont aussi une vraie, je pense, une vraie marche de franchie. Avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de choses mises en place dans l'urgence, mais aussi avec de la réflexion, et que ça me semble que de nouvelles opportunités, ou en tout cas de nouvelles possibilités pour demain en termes de modalités pédagogiques ou de construction de parcours, même si aujourd'hui on a des retours on va dire à plus 2 mois finalement de cet après-confinement, 3 mois maintenant. Je crois que cette fin d'année sera aussi, et enfin en tout cas on le voit et on réfléchit à beaucoup de choses, et je pense que cette table ronde en fait partie de ces échanges sur lesquels je pense on se nourrit tous pour voir ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être moins bien fonctionné, et comment demain effectivement on va avoir des solutions certainement de plus en plus en s'appuyant sur le distanciel, mais aussi parce que ça répond réellement aux besoins du marché de l'emploi. Et encore une fois, moi, comme je dis, la formation n'est qu'un palier vers l'emploi, et je pense que voilà, on est sur une nouvelle ère de la formation dans le monde du travail, quoi. Alors merci Elodie, parce que ça c'est, je trouve, une très très belle conclusion pour cette table ronde. J'ai même pas besoin de la faire. Voilà, le travail est fait. Donc merci à tous ceux qui sont connectés pour nous suivre en ligne. Merci à Marine aussi, parce que c'est pas simple en fait cette histoire de table ronde à distance là, franchement. On a des connexions qui sont meilleures quand on est en formation des fois. Voilà. Et je vous souhaite à tous une belle journée. À bientôt. Merci. Merci.